Découvrir les différentes cultures d'ici et d'ailleurs, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, tel est l'objectif que s'est fixé le magazine Culture 7 Le Mag. Pour débuter ce numéro, je vous propose donc d'aller regarder avec moi le sommaire. Un titanosaure géant exposé à New York éveille de la curiosité. Combattre les alligators à main nue, une tradition qui se perd. Maroc, le nouvel an berbère a été célébré à Rabat. Des hindous se baignent dans les eaux sacrées pour Gangasagar. Un bodybuilder pakistanais déchiré entre sa passion et son pays. Chine, un homme reste plus d'une heure recouvert de glace. En Corée, des touristes assistent à un festival de pêche sur glace. Et Hong Kong, l'art difficile des dim sum menacé de disparition. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag. Nous irons aux États-Unis. Un titanosaure géant exposé à New York se révèle être l'un des spécimens rares parmi les dinosaures par sa taille imposante. Nous irons en Floride où une tradition vit peut-être ses dernières heures. La lutte contre les alligators est pratiquée depuis toujours par les Indiens. Mais aujourd'hui, de moins en moins de candidats sont prêts à risquer leur vie pour offrir ce spectacle aux touristes. Regardez. C'est au cours d'une exposition aux États-Unis qu'un titanosaure géant mesurant plus de 27 mètres et découvert en Argentine a été dévoilé à New York devant un grand public venu expressément pour l'événement. Un squelette révélant des formes impressionnantes de l'animal et d'une très grande taille, ce spécimen est d'une rareté parmi toutes les autres découvertes en termes de dinosaures et permettra sans nul doute de résoudre certaines énigmes. Il est très difficile de dire qu'il est le plus grand dinosaure au monde, car il y en a un certain nombre, au moins 3 ou 4 de cette taille. Mais celui-ci est le plus complet, donc nous pouvons affirmer qu'il constitue l'estimation la plus précise du possible, plus grand spécimen jamais retrouvé. Ici, nous avons pour la première fois un squelette presque complet d'une espèce gigantesque de dinosaure. Donc pour la première fois, nous pourrons résoudre de nombreuses interrogations. Comment ces animaux se déplaçaient, à quelle vitesse ils grandissaient, ce qu'ils mangeaient, en quelle quantité. Rappelons que les titanosauriades sont une famille de dinosaures sauropodes. Elle inclut quelques-unes des créatures les plus lourdes ayant jamais marché sur Terre, comme les Argentinosaurus et les Paralétitans qui pesaient sans doute au moins 100 tonnes, voire le double. C'est le plus grand animal que j'ai jamais vu. Rien n'est aussi grand que lui. Pour le public, la curiosité aura été satisfaite sur cette découverte qui aura impressionné plus d'un. Je suis tellement impressionné. Quand je suis entré, je ne voyais même pas la tête. Et j'ai dû me retourner pour enfin l'apercevoir, tellement il est gigantesque. Sauter sur le dos d'un alligator pour le combattre, l'idée a de quoi en faire frémir plus d'un. Mais pour ce membre d'une tribu indienne du sud de la Floride, c'est une tradition ancestrale. Au début du XXe siècle, cette technique de chasse intrigue les visiteurs et les combats hommes contre alligators deviennent alors une attraction touristique. Les Indiens se sont rendus compte que les touristes étaient vraiment intéressés par ce qu'ils faisaient. Ils voulaient se prendre en photo avec les alligators, les toucher, les attraper. C'était tellement intéressant pour les touristes qu'ils ont commencé à payer des sommes importantes et des spectacles se sont montés. Ces combats attirent toujours des curieux, mais les Indiens sont de moins en moins nombreux à vouloir risquer leur vie pour amuser les touristes.
Rocky Jim Jr. porte les cicatrices d'une carrière bien remplie. À 44 ans, il s'apprête à prendre sa retraite sans savoir vraiment si quelqu'un reprendra le flambeau. Ce n'est pas facile de convaincre les jeunes de faire ces spectacles. La tradition est en train de disparaître. Autre menace, les défenseurs des animaux qui voient d'un mauvais œil ces spectacles. Bob est un spécialiste des alligators. Dans son centre, les combats se sont donc transformés en séances éducatives. On fait vraiment attention à la sécurité et au bien-être des animaux. On ne fait plus vraiment de combats. On explique aux gens comment se comporter avec un alligator, comment ils essayent de se tortiller pour vous faire perdre l'équilibre. On leur montre aussi qu'on peut facilement manœuvrer autour d'eux pour les maîtriser. Des leçons qui peuvent être utiles et peut-être sauver des vies dans un État qui compte encore plus d'1 million d'alligators en liberté. La célébration du Nouvel An berbère a réuni des centaines de personnes au Maroc qui ont fêté le premier jour de l'an berbère. Des hindous se baignent dans les eaux sacrées pour Gangazagar, un pèlerinage qui a vu la participation de plus de 500 000 fidèles hindous et sadhus. Regardez. Un rassemblement a eu lieu samedi dernier à Rabat, où quelques centaines de personnes se sont retrouvées devant le Parlement pour fêter le premier jour de l'année berbère de 1966. Le Maroc est le pays du Maghreb qui compte le plus de berbères, une population dont la présence remonte à la période pré-islamique. Après plusieurs villes marocaines, Rabat se devait donc d'être la suivante pour être également en fête. Une célébration ô combien importante dans ce pays du Maghreb. Rappelons que le calendrier berbère est le calendrier agraire utilisé par les Berbères dans l'Antiquité. Le calendrier berbère est de fait assimilé au calendrier julien avec une origine antérieure. De nos jours, ce calendrier est en effet employé pour régler les travaux agricoles saisonniers, de préférence au calendrier grégorien et au calendrier musulman. Ce dernier est de type lunaire et n'a aucun lien avec le cycle des saisons. Et s'il est utile pour calculer les fêtes religieuses, il ne se prête pas à un emploi en agriculture. Il existe un décalage de 14 jours entre le calendrier grégorien et le calendrier berbère. Sa base de calcul étant identique que celle du calendrier julien, les Berbères fêtent donc la nouvelle année le 14 janvier du calendrier grégorien, ce qui correspond au premier jour du mois Yenayer au calendrier berbère. La commémoration de l'année Amazigh de 1966 organisée par une organisation de jeunesse Amazigh devant le Parlement marocain fut une joie pour des Amazighs qui ont pu danser et agiter le drapeau Amazigh bleu, vert et jaune commun à tous les Berbères d'Afrique du Nord. C'est plus de 500 000 fidèles hindous et sadhus qui étaient attendus sur les rives du Gange et la baie du Bengale pendant le festival de Gangazagar Mela pour se baigner dans les eaux sacrées. Il faut dire que Gangazagar Mela est l'un des festivals les plus sacrés du Bengale occidental, tenu chaque année le jour du Makar Sankranti, le 14 janvier. C'est donc des centaines de milliers d'hindous qui se réunissent pour prendre part à l'événement au confluent du Gange et de la baie du Bengale et offrir des prières dans le temple Kapil Muni. Le Gangazagar pèlerinage est organisé chaque année sur la pointe sud de l'île de Zagar, où la Gange entre dans la baie du Bengale. Le pèlerinage Gangazagar est la deuxième plus grande congrégation de l'humanité,
après la baignade rituelle trinale de Kumbh Mela. Rencontre avec le premier Pakistanais champion du monde de bodybuilding naturel, mais sans soutien dans son pays, il risque de devoir le quitter pour vivre sa passion. En Chine, un homme reste plus d'une heure recouvert de glace et souhaite devenir le meilleur homme de glace au monde. Regardez ces images. Dans les sous-sols d'un quartier modeste de Lahore, un champion du monde. Salman Ahmed est le premier Pakistanais à avoir remporté la compétition internationale de culturisme Musclemania, l'un des plus grands événements du genre. C'était à Las Vegas en novembre dernier. Salman a commencé le bodybuilding pour pouvoir aller à l'université où l'éducation des sportifs est gratuite. Le besoin s'est transformé en passion et une fois diplômé, le jeune homme s'est lancé dans les concours à l'étranger. Il y avait beaucoup de gars, plus de 600 candidats du monde entier et ils étaient excellents. Quand j'ai remporté le titre, j'étais complètement sous le choc. Mais au pays, sa victoire est quasiment passée inaperçue, car au Pakistan, le cricket est roi. Je pensais que c'était un moment historique pour le Pakistan, vu que personne n'avait remporté ce titre auparavant, et que c'était une super nouvelle. Et je pensais que le gouvernement et tout le monde seraient sûrement fiers. Mais quand je suis revenu ici il y a 1 mois et demi environ, je n'ai même pas reçu un coup de fil pour me féliciter d'avoir remporté ce titre pour le Pakistan. Congratulations boy, you win the title for Pakistan. Manager de cette salle de musculation, Salman Ahmed gagne à peine de quoi payer le loyer et n'a pas toujours les moyens de s'acheter les protéines et vitamines que prennent les culturistes. Depuis son titre, plusieurs sponsors l'ont contacté, mais selon lui, aucun d'entre eux n'est prêt à le soutenir tant qu'il vit au Pakistan, secoué depuis des années par le terrorisme. Et sans aide financière du gouvernement, il est face à un choix cornélien. Day by day, I am losing my hope. Je perds espoir un peu plus chaque jour à cause de tout ça. Parce qu'au final, il va falloir que j'abandonne quelque chose. Soit je quitte le Pakistan, soit je dois laisser tomber ma passion. Or you have to leave your passion. Interrogés, les autorités sportives locales assurent qu'il s'agit tout simplement d'un manque de communication. Si on avait su qu'il allait participer à cet événement, on l'aurait non seulement soutenu, mais on l'aurait encouragé, on lui aurait fourni un entraînement, une expertise technique et un soutien logistique. Le bureau des sports du Pendjab a depuis contacté Salman et serait prêt à le rencontrer. Une lueur d'espoir pour le bodybuilder qui est déjà en plein préparatif pour sa prochaine compétition à l'étranger. Voici un événement qui attire l'attention, nous sommes à Pékin en Chine. Dans une boîte très froide, recouvert de glace jusqu'au torse pendant plus d'1 heure, portant rien de plus qu'un maillot de bain, l'homme, un Chinois qu'on appelle ours polaire, grelotte et rit des défis qu'il s'impose pour être le meilleur homme de glace au monde. Si pour l'artiste ceci ne constitue rien de plus qu'un spectacle, il repousse les limites du possible et relève son défi tout en jouant aux échecs. En ce moment, je me sens très bien, car le record du monde est de 128 minutes. Je peux encore faire 1 heure au moins. Tout le monde peut le faire. Je suis quelqu'un qui pousse les limites. Ceci est un spectacle.
J'utilise le fait de penser à jouer aux échecs pour tester comment je résiste au froid et pour voir si mes pensées ou la réaction de mes mains souffrent des symptômes anormaux. Pour l'assistance, c'est un véritable spectacle qui se produit avec la magnifique prestation de Monsieur Ours Polaire. Dans ce public, il faut compter la présence des membres du club de natation d'hiver qui trouvent en l'artiste des exploits incomparables. Nous ne pouvons pas nous comparer à lui. Il est fantastique. Nous le respectons. La manière dont il teste les limites, les gens normaux ne peuvent que regarder avec un certain respect. Les gens ne devraient pas l'imiter aveuglement. En Corée, des touristes assistent à un festival de pêche sur glace. Une distraction qui fait plaisir à plus d'un. Les fameux dim sum de Hong Kong, des petits plats faits main, sont remplacés progressivement par une production industrielle alors que les chefs se battent pour transmettre un savoir-faire en voie de disparition. Regardez. De nombreux touristes et habitants de Hwacheon, en Corée du Sud, ont participé samedi dernier à un concours de pêche sur glace organisé dans le cadre d'un festival qui devrait durer 3 semaines et attirer près d'1 million de personnes autour de la rivière gelée de Hwacheon. Prendre part ici à cet événement est pour tous un véritable plaisir, tant pour les habitués à ce type d'initiative que pour ceux qui y participent pour la première fois. C'est pour la première fois que je pêche sur glace. J'ai souvent pêché dans les lacs, des ruisseaux et des rivières, mais c'est la première fois que je pêche sur de la glace. C'est très excitant. Au Canada, j'ai fait beaucoup de pêche sur glace, mais c'est généralement quelque chose qui se fait seul. C'est très calme et ennuyeux, mais ici, c'est plus amusant parce qu'on a l'occasion de faire ça avec des amis. Un événement attractif, la pêche sur glace aura donné satisfaction pour ceux qui auront pu attraper quelques poissons avec un peu de patience, soit par un coup de chance ou par une maîtrise de l'art de la pêche. C'est ma femme et moi qui avons pêché ces poissons. J'aimerais pouvoir dire que c'est moi qui en ai pêché le plus grand nombre, mais ma femme est meilleure que moi. Elle en a pêché 4 et moi j'en ai pêché 2. Si certains n'ont pas pu se joindre à la fête, être à ce festival est le plus essentiel car ils n'auront pas manqué de se distraire. C'est la première fois que je viens. Nous sommes espagnols et nous n'avons pas de pêche sur glace. Donc, nous avons trouvé cet événement très intéressant et nous nous sommes bien amusés. Un événement qui aura battu son plein, la pêche sur glace fut une véritable distraction et a fait des heureux. Une spécialité cantonaise. Dans ce restaurant de Hong Kong, chaque dim sum est fait à la main. Ces petits raviolis sont ensuite cuits à la vapeur ou frits avant d'être servis à des millions de gourmands. Mais face à la forte demande, certains établissements abandonnent le fait main pour des produits industriels. Pour ce chef, c'est contraire à l'esprit du dim sum. On travaille dur et on continue à les faire à la main. Un dim sum fait à la main est frais, il donne faim aux gens, rien que par son aspect et sa texture. C'est justement cette difficulté qui détourne la nouvelle génération de cuisiniers de l'art du dim sum, estime le chef de ce restaurant chic du centre de Hong Kong. Beaucoup de jeunes vont travailler dans les restaurants occidentaux, japonais ou dans les hôtels. Il y en a de moins en moins dans les restaurants chinois. Pour maintenir le savoir-faire en vie, l'apprentissage de cette spécialité est obligatoire dans cette école de cuisine chinoise. Ma famille ne m'encourage pas à faire ce métier parce que les journées sont longues et que les conditions de travail sont dures. Mais ça m'intéresse vraiment et je suis sûre qu'en persistant, je peux devenir un excellent chef de dim sum. Ces petits plats ne sont pas près de disparaître des tables hongkongaises, mais les dim sum faits main restent un patrimoine fragile qu'une poignée de chefs continuera de défendre.
À première vue, c'est du gros œuf. Pourtant, tout se finit au scalpel avec minutie. Bienvenue aux ateliers de facsimilé de Dordogne. C'est ici que depuis plus de 3 ans, ces artistes ont créé de toutes pièces ces parois, répliques des célèbres voûtes de Lascaux, fermées au public depuis 1963. Pas moins de 900 mètres carrés de parois, décomposées en 46 éléments, composeront la future reproduction de la grotte. Tout le détail minéral que vous voyez sur la paroi est un travail de modelage. Le grain, le détail des calcites, des veines, des gravures, absolument tout le détail minéral que vous voyez sur la paroi a été gravé, a été matiéré, sculpté, ciselé à la main avec des outils par moment de dentisterie. Une fois les blocs de polystyrène sculptés, ils ont été moulés pour fabriquer cette structure finale en résine et en minéral. Ensuite, chaque bloc passe entre les mains expertes des artistes peintres pour ressusciter la chapelle Sixtine de la préhistoire. On va la maquiller, si on peut dire. Donc j'applique des jus de pigments naturels, des ocres jaune clair mélangés à des terres d'ombre. C'est tout un cheminement, on part d'un petit détail et puis on circule. On circule dans la paroi et il ne faut pas que le regard s'arrête sur quelque chose qui n'apparaît pas naturel. Pour les aider, une capture numérique de la grotte originelle est projetée comme un calque au millimètre près sur la paroi grâce à un vidéoprojecteur et des lampes simulant la lumière du jour. Des conditions de travail loin, très loin de celles des premiers hommes qui s'éclairaient grâce à des lampes à graisse rudimentaires et qui peignaient à plus de 3 mètres de haut, juchés sur des échafaudages de fortune. Dans cette salle, on termine la reproduction du joyau de Lascaux, la mondialement connue salle des taureaux, longue de 17 mètres. Gilles s'attarde longuement sur un détail de ses parois, la chevauchée des cerfs. On essaie de les comprendre un petit peu, surtout. Oui. On essaie de comprendre le support, on essaie de comprendre pourquoi ils les ont peints de telle façon. Mais bon, il y a aussi l'usure du temps qui fait que ce ne sont pas les animaux tels qu'ils étaient au moment où ils ont été peints. Il y a les 19 000 ans qui sont passés par-dessus, qui ont modifié complètement ces peintures, qui les ont usées, la patine du temps qui a été rajoutée par-dessus. Donc il faut qu'on reproduise ça. Chaque élément aura nécessité en tout plus de 8 mois de travail. Dès février, ils vont être petit à petit acheminés par convois exceptionnels ici, dans le futur Centre international d'art pariétal de Montignac, encore en construction. Ce centre, installé au dos de la colline où fut découverte en 1940 la célèbre grotte, devrait ouvrir ses portes au public à l'automne. Depuis 150 ans, le même bruit résonne dans Central Park, à New York. Christina Hansen conduit ses calèches depuis des années, mais aujourd'hui son activité est menacée. La ville de New York compte 68 calèches et le secteur emploie 170 cochers à plein temps, avec plus de 200 chevaux. Mais le nouveau maire Bill de Blasio veut s'en débarrasser. Pour Christina, c'est tout un symbole de la ville qui pourrait disparaître. Les gens qui utilisent nos calèches, ils nous disent « Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ça représente tellement New York et Central Park. » C'est un peu comme si on se débarrassait de la Statue de la Liberté ou de l'Empire State Building. Tout le monde connaît les calèches de Central Park. Derrière cette initiative, le groupe NY Class qui espère remplacer les calèches par des copies de voitures électriques du début du XXe siècle. Ce groupe de pression a donné 1,3 million de dollars pour les campagnes des candidats à la mairie opposés à cette attraction, dont Bill de Blasio. Il dénonce les conditions de travail des chevaux. Ces chevaux travaillent en plein milieu de la circulation. Ils respirent les pots d'échappement. Ce n'est pas un environnement sain pour ces animaux. Ils peuvent être effrayés par le bruit des travaux, par le bruit d'une voiture, et risquent d'être percutés par un 4x4 ou un taxi. Également pointé du doigt, les étables où vivent les chevaux. Connor McHugh, propriétaire d'une des 4 écuries de la ville, en ouvre fièrement les portes. Ici, les chevaux bénéficient de bols d'eau, de paille et de box individuelles. Mais c'est le traitement médical exceptionnel que Connor met en avant. Dès lors qu'il tire des calèches, le cheval bénéficie de nombreux avantages prévus par la loi. Par exemple, 5 semaines de vacances et des visites de contrôle chez le vétérinaire. Quel que soit son état de santé, il doit voir un vétérinaire 2 fois par an. Le projet du maire prévoit la disparition des calèches sur 3 ans, mais devra d'abord être adopté par le conseil municipal. À New York, la guerre des calèches risque bien d'être longue.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Culture 7 le Mag, un magazine qui vous amène à faire un voyage culturel et artistique à travers le monde. Et nous nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro sur les antennes de Canal 7. Surtout, restez câblés et portez-vous bien. À très bientôt.